avant-dernière table ronde de cette longue après-midi passionnante sur l'entreprise familiale. On va vous parler toujours de cette deuxième séquence où on essaye de parler de l'entreprise familiale, précurseur, avant-garde peut-être, au travers, un peu comme M. Jourdain, c'est de la prose, de la RSE, de cette problématique de sens, de cette problématique de pérennité, parce qu'elle est effectivement dans le long terme et dans ces questionnements parfois depuis longtemps. Et pour en parler, donc sur ces questions de gouvernance, nous avons le plaisir de recevoir Priscilla Demoutier. Bonjour madame. Bonjour. Présidente, directrice générale de Wendel Participation. On est très honoré de vous recevoir. À ses côtés, Alain Bloch, qui est professeur CNMA. Alors, je ne sais pas ce que c'est H derrière. Je suis professeur du CNAM honoraire. CNAM, oui, pas CNMA, ou CNAM honoraire. Je vois, ils ont fait une inversion. Et vous avez été cofondateur de XHEC Entrepreneurs. Ça, oui, c'est bien ça. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Et Pierre-Emmanuel Costeux, que vous connaissez bien, puisqu'il est notre complice dans la fabrication de cet événement et dans, finalement, sa réalisation. Donc, Pierre-Emmanuel, peut-être pour poser la problématique du rôle de l'actionnaire comme garant du temps long. Quelques mots. Oui, merci Philippe. J'ai changé de côté de plateau pour varier les plaisirs. Et puis vous avez passé de la gauche à la droite. Voilà. C'est ça, ouais. C'est bien. Oui, si là vous êtes à gauche. Je vais bouger vers la droite. Comme vous le dites, l'actionnaire, c'est effectivement le garant du temps long. On l'a vu à plusieurs reprises là, au cours de l'après-midi. C'est son rôle de réfléchir sur le long terme, et c'est même la condition de la cohésion de son actionnariat et de la famille qui compose l'actionnariat. Et pour faire cela, il est nécessaire d'organiser cette réflexion. Et c'est le rôle de la gouvernance de permettre à la famille de à la fois réfléchir et d'agir. L'enjeu derrière ça, c'est la place de l'actionnaire. Est-ce que l'actionnaire est installé? Est-ce qu'il joue son rôle? Comment est-ce qu'il vit? Parce que l'actionnaire familial, par définition, est vivant. Les générations changent, les dirigeants changent, etc. Et est-ce que l'actionnaire est capable, grâce à la gouvernance, d'assumer son leadership, d'assumer le lien entre l'actionnaire et le dirigeant, le lien entre l'actionnariat et le management? Et la gouvernance va servir à ça, à travailler à la fois la profondeur et l'action. On va en reparler, mais l'un des points importants, et peut-être l'un des instruments de cette gouvernance, c'est le conseil de famille, le board. Qu'est-ce que vous observez, vous qui conseillez beaucoup d'entreprises, faire un petit zoom sur cette... Oui, on peut faire un zoom sur deux choses. On peut faire un zoom sur la charte familiale et le conseil de famille. J'ai envie de dire, pour prendre une image très simple, la charte familiale, c'est le mode d'emploi, on va dire, le mode d'emploi de la famille, son identité, ses valeurs, son projet, son organisation, etc. Et le conseil de famille peut être l'outil du mode d'emploi. Et donc, c'est souvent, dans les familles qu'on côtoie, un organe qui est hors statut, hors conseil de surveillance, etc. Et c'est un organe qui est centré sur la famille, qui permet de porter sa parole, de la définir, qui permet d'organiser la famille, qui permet de suivre les parcours de chaque membre de l'actionnariat, et qui permet aussi de faire le lien avec les autres organes potentiellement, que peuvent être le conseil de surveillance, le comité de direction ou le directoire, etc. Alors, on évoquait aussi, et on va évidemment rentrer ensuite dans le vif du sujet, mais il y a un peu ce qu'on appelle les péchés capitaux de l'entreprise familiale qu'on peut rencontrer. On en a parlé depuis ce matin. Le risque de la pensée unique, vous disiez, le paternalisme. Enfin, qu'est-ce que, si vous deviez un peu structurer ça et dire quels sont les écueils finalement qu'il faut chercher à éviter? Oui, on peut prendre quelques exemples de ce qu'on appelle, nous, des péchés mignons. La pensée unique, vous le citiez, c'est-à-dire que est-ce que... Je les qualifié de capitaux, mais pour vous, ils sont mignons. Mais... Pardon. Non, je vous en prie, mais la pensée unique, voilà. Si je ne réfléchis qu'en famille, comment est-ce que je m'ouvre à l'extérieur? Comment j'accueille des membres externes, y compris dans mon conseil de famille, pour renouveler la pensée actionnariale et la pensée familiale? Pour ouvrir, finalement. Oui, pour ouvrir. Ça peut être le rôle de la RSE, ça, justement. Ça peut être le rôle de la RSE, ça peut être aussi l'occasion de réfléchir via la RSE à ces sujets-là.
Il y a aussi, en préparant le tour de table, je prends un autre exemple, il y a aussi ce qu'on appelle les fausses évidences dans la famille. Combien de fois on a entendu ma succession est réglée, c'est mon fils qui me succédera. Et on reste Chez certains comme Dassault, on dit ça sera surtout pas mon fils, mais ou le ma plus fille, tard possible. Mais voilà. Mais ces évidences-là, il faut être capable de les questionner, de les travailler. Mais chaque famille a sa particularité. Il y a des histoires, il y a effectivement des personnalités aussi. C'est ça qui est intéressant. On est dans une matière vivante, vous l'avez dit. Alors peut-être pour écouter un témoignage, et on est vraiment content de vous recevoir, Priscilla de Moutier. Vindel, 317 ans, je crois. Hein. Bravo. Pas vous, hein, mais 317 ans pour Vindel, donc bravo quand même. Je vais essayer de ne pas me tromper dans les zéros cette fois, mais 150 000 salariés, c'est ça aujourd'hui ? Si on prend c'est tout à fait indirect, puisque donc c'est Wendel Participation, 317 ans, actionnaire de Wendel, donc c'est la holding familiale que je préside, qui est actionnaire de Wendel, qui est elle-même une société cotée en bourse, et donc qui a des filiales importantes, comme par exemple Bureau Veritas, dont nous détenons près de 40% du capital. Donc effectivement, si on consolide un peu l'emploi dans nos différentes participations, je pense qu'on peut arriver à un résultat à peu près de cette enveloppe. On est passé des maîtres de forge du 19e siècle à Bureau Veritas, donc on est quand même dans une transformation, on peut dire, importante. Oui, une transformation qui nous a d'ailleurs été un peu imposée à la fin des années 70, puisqu'on a une sorte de nationalisation déguisée. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé quand même, la famille qui comportait encore 350 membres, a décidé de repartir de quasiment rien, puisqu'on avait juste pu garder quelques petites entreprises situées en amont et en aval de la sidérurgie, et pas très bien gérées, puisqu'on se consacrait notre énergie à la sidérurgie. Et quand on voit cette histoire, justement, la nationalisation, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est encore une entreprise familiale ? Je pense qu'il y a une résilience. Avec cette résilience et ce caractère d'entreprise cotée, en plus. Je pense que la résilience, c'est parce que notre histoire n'est absolument pas linéaire. Notre histoire est sinusoïdale, et plusieurs fois dans notre histoire, on est reparti à zéro. On est reparti à zéro après la Révolution française. On avait été... je dirais exproprié. On est reparti à zéro ou presque à zéro après les guerres, parce qu'étant Lorrain, on était sur le chemin des armées, et donc à chaque fois nos usines étaient dévastées. Et donc je pense qu'à force, depuis les nationalisations, donc on est reparti à zéro. Je pense qu'à force d'être reparti à zéro aussi fréquemment, on se dit ça a été fait, donc nous aussi, notre génération peut aussi repartir. Je pense que ça a donné une force à la famille. Alors vous êtes une femme, vous présidez Wendel Participation. Vous me racontiez quand on préparait l'émission que en fait, l'association familiale a été créée par une femme. Absolument. Le Wendel Participation, qui s'appelait à ce moment-là les petits-fils de François de Wendel, a été créé en 1871 par Joséphine de Wendel, qui était veuve depuis longtemps et qui, ayant 3 enfants et 9 petits-enfants, qui s'est dit, pour éviter la dispersion de l'entreprise familiale, a créé cette société. Et donc, c'est ça, finalement, aussi une forme d'ADN, le rôle des femmes, très important dans une famille. Oui, puisque déjà, pendant la Révolution française, c'est une femme, Marguerite de Wendel, qui est restée toute seule, ses fils étant partis en émigration, qui est restée toute seule et qui a géré... qui a porté. Porté complètement, qui allait négocier... À l'époque, on n'a jamais fait de canon, mais on a fait des boulets de canon à l'époque, qui allait négocier à Paris pour le prix des boulets de canon. Et en pleine Révolution, donc quand même. En pleine Révolution, absolument. Et alors, sur la façon dont vous fonctionnez, donc vous m'avez un peu expliqué, mais peut-être ce serait important de nous le redire devant tous, comment ça fonctionne, la structure de gouvernance d'une entreprise comme celle-là ? Et donc, elle est à 2 étages, puisque vous avez la holding familiale, qui est un conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider, et ça correspond à ce que vous-même appeliez le conseil de famille, en fait, sauf que chez nous, c'est une vraie instance officielle. Et nous avons ensuite le Wendel, donc, qui est organisé en conseil de surveillance et directoire. Il y a 6 membres familiaux sur 12 membres du conseil de surveillance. Et ces 6 membres familiaux sont également membres du conseil de Wendel Participation, afin de quand même bien connaître la famille, ses préoccupations, etc. Mais il y a aussi une fermeture, je dirais, assez hermétique sur le plan de l'information, puisque Wendel étant une société cotée en bourse, il est très clair que les membres familiaux du conseil de surveillance ont accès à des informations qu'ils ne peuvent aucunement divulguer au reste de la famille, ni même aux autres membres du conseil d'administration de Wendel Participation. Ce qui peut créer des frustrations au sein du conseil de Wendel Participation, mais la famille est, par définition, donc Wendel Participation est un actionnaire comme un autre, au regard des autorités boursières. Donc on est extrêmement strict et on fait très attention à préserver cette porte coupe-feu entre les deux
deux univers. On le voit, vous jouez un rôle de médiateur, si je puis dire, extrêmement important entre le management et le management. Oui. Comment il y a eu une crise, chacun le sait, on ne va pas revenir dessus, mais une crise de gouvernance importante au moment de la crise financière de 2008. Oui, simultanément, nous avons eu la crise financière et la crise de gouvernance. Voilà, vous avez eu la crise financière et la crise de gouvernance, je ne sais pas si les deux étaient liés. Les ennuis volants d'escadrille. Quelque part peut-être. Mais au-delà des personnes et de ce qui s'est passé, puisque aujourd'hui c'est vous qui êtes en charge, comment est-ce que vous avez finalement rebondi et comment est-ce que vous avez remis en place une forme de gouvernance aujourd'hui qui satisfait chacune des parties et qui maintient la cohésion familiale dans une entreprise comme la vôtre? Mais face à la crise, à l'époque, moi, ça fait longtemps que je travaille avec le Family Business Network et aussi avec la chaire que Wendel a créée à l'INSEAD, une chaire sur le Family Business. Et donc, j'avais beaucoup entendu, je savais très bien qu'il fallait s'occuper de l'entreprise, mais qu'il fallait aussi s'occuper de la famille, ce qu'on avait peut-être un peu négligé chez nous. Et donc, j'ai saisi l'opportunité de cette double crise pour proposer toute une série de mesures pour renforcer la cohésion familiale face à la crise. Et donc, c'est parti d'un espèce d'atelier où j'ai invité tous les gens qui voulaient venir à cet atelier. On a identifié des thèmes de réflexion qui intéressaient la famille et on a créé toute une série de choses. Ça va d'un réseau intranet à des conférences familiales, à des dîners, à des universités d'été ou de printemps qu'on fait tous les 4 ans, à une réflexion sur les valeurs, à un prix de l'entrepreneuriat familial, parce qu'on essaye de beaucoup encourager l'entrepreneuriat des jeunes de la famille. Quelques cas, vous disiez, assez connus, comme Ornicar. Et on a eu des belles réussites. On a eu Ornicar, en effet, qui vient de lever 100 et quelques millions d'euros. On a eu aux États-Unis une entreprise qui s'appelle Bubble, qui est dans le codage et qui a aussi levé à peu près 100 millions. Enfin bref, on a eu quelques belles réussites dans nos dossiers. Ça fait 10 ans qu'on fait ce prix et on en est assez satisfait. Et en termes de création d'emplois, toutes les boîtes n'ont pas de réussites aussi spectaculaires, mais ça crée quand même pas mal d'emplois. Alain Bloch, donc professeur au CNAM. Pardon, je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis le truc à l'envers. X, entrepreneur, HEC également. Qu'est-ce que vous qui observez ce monde depuis longtemps, et qu'est-ce que vous dites sur cette idée de pérennité dans l'entreprise familiale? C'est finalement l'idée centrale, c'est la nature de l'entreprise familiale que d'être... Ah oui, je crois vraiment que c'est effectivement les entreprises familiales qui sont d'abord et avant tout les porteuses de cette idée très forte de pérennité. Parce que je crois que la pérennité est une idée forte et moderne dans la mesure où la pérennité est une idée qui rassemble les parties prenantes de l'entreprise. À la différence de la performance a tendance à diviser parce qu'il y a le fruit de la performance et il faut répartir ce fruit de la performance. Et là, forcément, il y a une dimension un peu conflictuelle. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'on peut privilégier, enfin, il y a forcément besoin de performance, mais clairement, il y a une hiérarchie des priorités. Et je pense que les entreprises familiales savent effectivement prioriser en quelque sorte cette idée importante de pérennité. Et que ça a beaucoup de conséquences, effectivement, presque philosophiques, dans la mesure où une entreprise pérenne, c'est forcément une entreprise qui est plus respectueuse de ses parties prenantes, de son environnement, de ses salariés, de ses fournisseurs, parce qu'elle vise le temps long. Et donc, je crois vraiment que les entreprises familiales, enfin celles qui réussissent, parce qu'il ne faut pas forcément mettre toutes les entreprises familiales dans le même pot, mais clairement, celles qui réussissent, et celles qui réussissent notamment à passer plusieurs générations, oui, dessinent un modèle de capitalisme différent et très, très moderne. Il y a eu tout un débat récent sur la raison d'être des organisations. Je crois que les familles en affaires, comme disent nos amis canadiens, sont porteuses de cette raison d'être. Elles se posent régulièrement la question. Et d'ailleurs, en entendant ma voisine, je me disais que la raison d'être est vraiment le fil conducteur d'une génération à l'autre, du projet familial. Et c'est vraiment très, très important. Moi, j'ai connu ça dans certaines familles où il y avait des interrogations qui avaient des conséquences stratégiques sur le portefeuille de métier. Est-ce que sans raison d'être, il n'y a pas de pérennité dans une entreprise familiale? Je ne crois vraiment pas, oui. Je crois que la raison d'être, c'est quand même le fil conducteur, c'est ce qui permet d'aligner
les différents membres de la famille. Alors ça n'exclut pas. Parfois, il faut la redéfinir parce que, comme je le disais, clairement. Le monde évolue. Donc, voilà, nous, on a été amenés à la redéfinir complètement parce que notre raison d'être, c'était vraiment le maintien de l'emploi dans le bassin sidérurgique, cette industrie à laquelle on était passionnément attachés. Une tradition assez paternaliste, quand même, il faut le dire. Et le paternalisme, absolument, puisque c'était une région où on construisait les écoles, les hôpitaux, et pour nous, il était impensable de ne pas embaucher les enfants de nos ouvriers, etc. C'est vraiment le paternalisme qui, pour moi, n'est pas un gros mot, au contraire, et qu'on voit d'ailleurs maintenant pratiquer dans certains pays comme l'Inde, où les entreprises familiales jouent exactement ce rôle-là. Mais justement, ce débat sur la redéfinition... Il faut redéfinir la raison d'être. Oui, de génération en génération, c'est très important, parce qu'effectivement... La pérennité, elle suppose la réussite de la transmission. C'est le moment probablement clé de la vie de toute entreprise familiale. Et je pense que pour réussir la transmission, donc garantir la pérennité, on a besoin de ce débat intergénérationnel sur la raison d'être, qui n'est pas un débat simplement philosophique, qui peut être un débat avec des conséquences stratégiques si on décide de quitter une activité pour des raisons X ou Y. Et donc, je crois, oui, que c'est très important et que, au fond, ce débat très récent sur la raison d'être, notamment à l'occasion de la loi Pacte, c'est un sujet qu'avaient déjà très largement exploré les entreprises familiales depuis longtemps. Et on voit que là aussi, elles dessinent finalement un capitalisme durable, tout simplement, et donc finalement très moderne. Qu'est-ce que, Pierre-Emmanuel, peut-être sur tout ce qui vient d'être dit, vous avez... Oui, en fait, je retiens deux choses sur ce qui vient d'être dit. C'est d'une part la notion de pérennité, Alain, que vous évoquiez à l'instant, et puis la notion de richesse, en fait, dans la diversité des actionnaires familiaux. Et il y a un caractère sur lequel on n'a pas forcément insisté, mais c'est que cette réflexion sur la pérennité et en même temps cette diversité des actionnaires qui composent les familles, etc., ça peut provoquer des choses extrêmement novatrices. Je prends volontiers l'exemple de votre famille, Priscilla. 150 ans en arrière, créer ce qu'on va appeler, ce qui ne s'appelait pas à l'époque, une holding de participation commune, c'est incroyablement novateur. Et donc, il y a cette capacité à la fois de s'inscrire dans une histoire et dans une pérennité, et en même temps d'imaginer des choses extrêmement nouvelles. On évoquait tout à l'heure, quand on parlait de la RSA, les caisses d'allocation familiale, etc., qui ont été créées par des entrepreneurs. On a créé la première caisse de retraite, par exemple. Exactement. Ouais. Et donc, il faut quelque part, quand les entreprises familiales sont bien gouvernées, au sens avec une gouvernance qui leur permet de réfléchir, de s'interroger, etc., vous avez une capacité à innover qui est extraordinaire. Et parce que, en fait, l'entreprise familiale en elle-même, pardon, je termine là-dessus, en son sein, intègre une diversité entre le dirigeant, le médecin, l'avocat, j'en sais rien, l'étudiant à Hong Kong, etc., etc. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai parlé souvent de séries télé. Aujourd'hui, il y a Succession, là c'est dans le délire américain, mais il y a une série qui a refait, vous l'avez peut-être vu, le livre de Zola, Germinal, qui nous rappelle un peu tout ce qu'on dit. Est-ce que la raison d'être, finalement, c'est pas entre guillemets, le Germinal d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la nécessité on le voit bien à la fin de la série, en tout cas, mais comme du livre, le capitalisme gagne, quoi. C'est terrible, mais la vie continue. Pourquoi mais les ouvriers finalement repartent et reconstruisent l'outil de travail. Et donc il y a à la fin d'une crise terrible, etc. Est-ce que si on le remet à aujourd'hui dans un monde où on se pose la question de l'équilibre quand même de la société, si la RSE est là, c'est parce que ces questions sont quand même devant nous. Dans cette reformulation du capitalisme, est-ce qu'il n'y a pas une époque, un moment un peu comme ça, dont la raison d'être cherche à être le conciliateur, le grand réconciliateur? Mais je dirais qu'à partir du moment, justement, l'entreprise familiale, comme le disait Alain, c'est par définition cette vision à long terme dont vous parliez aussi, Pierre-Emmanuel. Et justement, à partir du moment où on s'inscrit dans le temps long, on pense à la génération suivante. Et on veut laisser à la génération suivante un héritage qui n'est pas grevé de plein de casseroles. Donc, on essaye de laisser un héritage qui soit
bon aussi bien sur le plan environnemental que sur le plan social. Donc, par définition, cette vision à long terme, pour moi, elle intègre déjà des composantes RSE. On en était moins conscient avant, mais maintenant qu'on en est conscient, et là, moi, je vois avec le management, la directoire de Wendel a pris un tournant RSE très fort, et je vois que moi, j'ai ma jeune génération avec qui j'organisais un séminaire, elle aussi, si vous voulez, et c'est parfait parce que les deux se rejoignent, mais c'est indispensable pour pouvoir continuer à motiver, en tout cas la jeune génération, et me motiver moi-même parce que j'y crois dur comme fer. C'est absolument indispensable d'avoir cette vision. Et qu'est-ce que c'est la famille Wendel alors aujourd'hui? La famille Wendel, c'est un réseau, une capacité c'est d'action? 1200 personnes, donc extrêmement variées, réparties dans beaucoup de pays, qui vous envoient régulièrement des étudiants, mais c'est très bien. Ah, mais oui. Colombe. Ah, mais oui, Colombe, voilà, c'est notre 3e start-upeuse qui a très bien réussi avec une entreprise qui s'appelle Simundia, qui fait du coaching en ligne et que nous avons primé il y a 3 ou 4 ans. Je revendique aussi. Vous revendiquez aussi Benjamin? Oui, absolument. Qui représente, si vous pouvez, qui représente donc quoi, un réseau d'actionnaires finalement aujourd'hui? C'est un réseau d'actionnaires et puis c'est aussi un réseau en soi parce que ça veut dire que quand ils vont au bout du monde, ils peuvent voir et peut-être retrouver un cousin, etc., qui peuvent, s'ils ont besoin d'un stage d'avocat, ils peuvent voir s'il y a des avocats dans la famille qui sont prêts à les aider. Donc c'est un réseau riche en soi, effectivement. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au bout de cette discussion. Merci encore d'avoir participé. On va avoir 2 dernières tables rondes. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous.